Faites entrer l'invité. Et aujourd'hui, nous parlons du premier raid désertique au monde. C'est la 32e édition du Marathon des Sables qui se déroulera du 7 au 17 avril prochain. Plus de 1200 concurrents sont attendus cette année venant de 52 pays différents. Ils sont âgés de 16 à 83 ans et devront parcourir 250 km. Pour nous éclairer sur le sujet, on a le fondateur avec nous du Marathon des Sables, Monsieur Patrick Bauer. Bonjour. Allô, Monsieur Bauer? Oui. Oui. Vous n'avez pas trop le réseau dans le désert ou comment ça se passe? Non, ça va. Je vous entends très bien. Parfait, C'est merci parfait. d'être avec nous ce matin. Nous avons aussi C'est un avec plaisir. nous avons aussi avec nous dans le studio Marc Baptiste qui a participé au Marathon des Sables depuis 10 ans. 10 ans. Exactement. Bonjour Patrick. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Jean-Marc. Merci Marc. Ouais. Alors, sa 10e participation, oui, c'est vrai, cette année. Oui, exactement, il a commencé en 2008. Alors moi je vais commencer plutôt par le tout début, parce que là on est à la 32e édition du Marathon des Sables. Ça a commencé en 84 et avec vous Patrick Bauer, vous avez 28 ans et vous avez parcouru le 350 km au milieu du désert. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Bah, écoutez, Comment est venue l'idée? Allez, c'est vraiment tout bête. Hein. Je revenais de 2 ans en Afrique, de voyage, et je suis rentré chez moi, dans ma famille, au bout de ces 2 ans de dépaysement total, et je me réveille un matin et je décide de traverser le désert à pied. Mon petit frère me dit: tu es fou, rendors-toi, tu as dû faire un cauchemar. Je lui dis: non, je suis bien réveillé, je vais partir. Et 3 semaines après, on était partis. Donc je le fais un peu court, mais c'est une histoire un peu folle, quoi. Hein. C'est complètement spontané et ça s'est passé exactement comme ça, quoi. Je me suis retrouvé dans le désert avec mon sac et j'ai parcouru 350 km en 12 jours avec mon eau, ma nourriture, 35 kilos dans le dos. Voilà, j'étais... C'était une quête personnelle, Patrick? C'était un tournant dans votre vie? Parce qu'on se dit comme ça, enfin, on peut aller voir, on peut se changer les idées en voyageant quelque part, en passant quelques nuits à l'hôtel à l'autre bout du monde. Mais là, traverser le désert, c'est quand même... c'était un rêve ou bien plutôt vous vouliez vous vider l'esprit? En fait, je crois que c'est un tout dans le sens où je l'avais traversé 5-6 fois en voiture au cours de ces 2 ans de vie en Afrique de l'Ouest. Et j'ai eu envie d'y retourner un peu comme un naufragé volontaire, quoi, de prendre son sac, sa nourriture, d'aller d'un point à un autre. J'ai envie de le vivre à pied. J'avais envie de vivre ces sensations, ces émotions. J'ai eu véritablement cet appel du désert qui m'a poussé à le vivre de cette manière. Et je crois que c'est ça aussi. C'est à un moment donné... c'est difficile, il faut se poser des questions, c'est de l'introspection, des questions sur soi-même, sur une période qu'on vit dans sa vie. On a envie de se retrouver dans un autre univers et seul avec soi-même. Et c'est un peu un voyage initiatique. Hein. C'est quelque chose dont on a besoin, qu'on ressent intensément, profondément. Et je crois que c'est la même chose aussi pour les concurrents aujourd'hui. On parle souvent de la compétition, mais ce qui se passe, qui se révèle à l'intérieur d'eux-mêmes après avoir... participer à cette épreuve. On en revient changé. Et comme je le disais, il y a des portes de l'esprit qui s'ouvrent, qui se déverrouillent un petit peu et on découvre des secrets qu'on n'aurait pas imaginé découvrir après ou pendant cette aventure. J'insistais parce que effectivement vous êtes le pionnier, mais ça doit être vous partagez sûrement des raisons avec les 1200 participants qui viendront peut-être encore cette année. Un pionnier, vous étiez le premier à dire c'est une petite dune pour l'humanité, mais une petite dune pour l'humain, mais une grande dune pour l'humanité. Jamal, tu voulais poser une question? Oui, justement Patrick, salut. Salut Jamal. Et donc c'est comme ça que ça t'est venu l'idée de créer ce Marathon des Sables en fait. Après l'avoir fait en premier, c'était un parcours initiatique, tu t'es dit allez hop, on va envoyer le monde maintenant. Mais oui, mais effectivement, je suis rentré chez moi, j'avais un petit film Super 8 à monter pour témoigner un peu de cette aventure. Et c'est vrai qu'il y a, sur les 200 personnes présentes dans cette petite soirée de partage de ces émotions, il y en a beaucoup qui ont trouvé cette expérience complètement hors du temps. Ils se sont dit, mais c'est fou, on aimerait bien aussi vivre un truc comme ça. Mais tout le monde n'est pas assez fou pour partir tout seul. Alors, je me suis dit, mais... ça a été le déclencheur. Et je me dis, mais comme j'avais envie de retourner au désert, c'était une bonne idée. Pourquoi pas faire partager son expérience et créer une épreuve aux caractéristiques assez proches de mon expédition en y mettant les bons ingrédients. Et voilà, le désert, l'autosuffisance, la course à pied, la marche,
selon les motivations. Et en 86 est née effectivement la première édition avec les 23 pionniers qui ont marqué l'histoire, hein, qui ne pensaient pas eux aussi qu'ils marqueraient l'histoire, que leurs empreintes marqueraient le désert pour longtemps également. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous aussi Marc Baptiste, qui lui a participé depuis 10 ans au Marathon des Sables. En 2008, l'approche était la même, Marc? La volonté la même? La volonté, oui, mais beaucoup de questions. Moi, je ne vous cache pas que le désert, c'est intimidant. C'est immense, c'est à la fois chaud et froid, c'est minéral. Et c'est vrai, moi, je retrouve dans les paroles, dans les propos que vient de tenir Patrick, je me retrouve complètement. Hein. Moi, je me suis redécouvert en participant au Marathon des Sables. Je me suis aussi déconstruit et reconstruit. Je ne suis pas du tout le même homme aujourd'hui qu'à l'époque de mon premier Marathon des Sables. C'est ce sentiment de vulnérabilité par rapport à la grandeur de la nature, par rapport à... C'est pas une question de vulnérabilité, mais c'est vrai que... comment vous dire on ne trouve pas toujours les mots pour décrire ce que l'on ressent quand on est au désert, mais moi je le trouve accueillant, ce désert. J'y suis bien, c'est très douillet et ça permet effectivement de se poser quelques questions sur qu'est-ce que mon quotidien, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que je veux faire aussi de ma vie, quoi. Et le désert permet de dire aussi que finalement on n'est pas grand-chose et on est arrivé après lui. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à te dépasser en fait dans cet environnement et moi je dis, hein, je me suis redécouvert, je me suis reconstruit. J'ai 49 ans aujourd'hui et j'ai pourtant encore une âme de sportif et j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de m'engager. Je me retrouve là-dedans, je suis complètement dans la notion d'effort et moi ça me convient très très bien. À 49 ans, je suis en pleine bourre. Voilà, j'ai envie d'avancer. Moi, je vais citer peut-être Patrick Bauer, qui lui avait cité un nomade et il disait que en rentrant dans le désert, on rentre avec des problèmes, en sortant du désert, on laisse les problèmes dans le désert. C'est ça? Exactement, oui, c'est un proverbe touareg. Touareg, exactement. C'est vrai, comme le dit Marc, on se rejoint là-dessus. C'est évident qu'on est en quête. À un moment donné, on doit donner un sens à sa vie. Et quoi de mieux qu'une traversée comme ça dans le désert, face à soi-même, dans l'effort, dans la combativité, sous le soleil, à gérer son alimentation, son sommeil avec ses compagnons d'aventure. C'est tribal, donc on retrouve l'homme originel. Donc là, les masques tombent, on se pose plus du tout les mêmes questions qu'on peut se poser dans le quotidien. Là, on recherche l'authenticité, il y a une sincérité, puis on ne veut pas se tromper, on peut tromper les autres, mais on ne veut pas se tromper de soi-même, il faut être honnête. Donc on est en quête de quelque chose, en quête de réponse, on a des interrogations, et c'est logique, et c'est bien heureux que ça se passe comme ça. Et en plus de ça, quelque part, cet environnement qui est hostile nous permet aussi de nous dépasser, et effectivement, bien souvent, d'aller bien au-delà des limites qu'on imaginait possibles. Et puis, quelque part, ça nous rend encore plus forts, parce qu'on a vaincu le désert, quelque part, où grâce à lui, on a été porté pour passer la banderole, et on fait partie aussi un peu des initiés. On est réunis avec une communauté qui a vécu quelque chose de particulier, qui l'a partagé, et je crois que ça aussi, ça nous rend beaucoup plus forts. Alors justement, en parlant de cet esprit de communauté, parce que Marc Baptiste qui est avec nous, qui a participé 10 fois au Marathon des Sables, n'est pas un athlète à plein temps, c'est quelqu'un qui travaille, qui prend... Vous êtes professeur, n'est-ce pas? Oui, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Lyotet. J'ai une petite pensée à ces étudiants, parce que quelqu'un qui traverse le désert en 7 jours ou en 10 jours, tu dois être dur avec tes étudiants. Non, juste. Moi, en fait, j'explique à mes élèves, c'est très simple, hein, qu'on est rarement au bout de soi-même. Ouais. Et on ne se connaît pas aujourd'hui dans notre société. On ne connaît pas quelles sont nos limites physiques et psychologiques, parce qu'on va rarement les chercher. Le corps est bien fait, mais il a besoin aussi d'être travaillé, titillé pour qu'on finisse par se connaître. Moi, mon message avec mes élèves, c'est bougez-vous, vous allez voir que vous êtes
plein de ressources. Sortir de cet état de veille. Alors, pour revenir à ma question par rapport à... Ça fait 10 ans que vous participez à cette compétition. Vous avez vu des gens venir, des gens partir. Il y a aussi cet esprit très important de camaraderie. Parce que plus important, ce n'est pas d'arriver premier. Plus important, c'est l'expérience. C'est de finir le marathon des sables. C'est d'en sortir grandi un petit peu. Oui, moi les gens qui me questionnent, ils me disent, mais c'est quoi ton objectif cette année? Bah, c'est vrai que mon objectif est mon premier. Alors, c'est pas faire preuve de trop d'humilité que de dire que c'est de le terminer. Ce marathon, il faut déjà le terminer. Et puis après, il y a d'autres objectifs sous-jacents qui vont arriver au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition, hein. Par contre, effectivement, la solidarité, c'est pas un vain mot sur le marathon des sables. Il y a, à mon sens, sur cette course-là, pas de place pour l'égoïsme. Oui. C'est vraiment une course où on partage, et on partage le moindre petit morceau de bois, le petit bout de feu. On partage aussi ses inquiétudes, effectivement. On se fait des amis pour la vie. Et on se fait des amis pour la vie, effectivement. Ouais, moi, à ce sujet, j'ai une anecdote. Oui. Moi, le désert, je l'ai découvert avec ma famille en allant me promener dedans. Et c'était il y a 7 ans. Nous sommes sur la ligne de départ avec les concurrents. Bon, on est un petit peu serré. Et devant moi, il y a des Espagnols. Et il y en a un qui avale vite fait un gel énergétique. Et il jette le tube par terre. Et moi, je l'interpelle. Et moi, c'est un geste que je ne comprends pas. Je ne le supporte pas. Et je l'interpelle, il se retourne et lui ne comprend pas pourquoi je l'interpelle. Et du coup, il y a un quiproquo entre lui et moi, on se fait un petit peu la tête, on part fâchés tous les deux, et c'est vrai que moi je cours toute l'étape fâché. Et en fait, je relève son numéro de dossard et j'irai le retrouver sur le bivouac pour m'excuser d'avoir été un petit peu brutal peut-être. Et lui, en fait, il aurait fait le chemin aussi de son côté et pour reconnaître qu'il n'avait pas eu à avoir ce geste, à jeter son packaging par terre. C'est joli comme histoire. Patrick, alors justement, il y a 52 nationalités qui sont représentées. Il y a énormément de langues différentes des 4 coins de la planète. Mais visiblement, la communication n'est pas du tout problématique. Non, parce qu'il y a des codes et il y a un esprit. Bon, il y a des règles qui sont établies. Donc, quand on est une caravane comme ça, une famille, on peut dire ça, hein, qui va voyager ensemble pendant 10 jours, bon, c'est une communauté qui doit se respecter, qui doit respecter l'environnement, qui doit respecter les différences, hein, des langues, des ethnies, des différentes communautés. Et franchement, ça se marie drôlement bien, tout ça. Je pense que c'est pas du tout un problème. Et comme le dit Marc, on est là aussi pour réveiller les consciences. S'il y en a qui n'ont pas compris certains messages, on est là pour s'éduquer, s'auto-éduquer, s'éduquer soi-même, éduquer les autres. Donc je crois que tout ça doit se passer avec beaucoup de gentillesse, d'humilité, de compréhension. Nous les premiers, des fois on met des coups de baguette. Des Italiens un jour sur le bivouac avaient envoyé balader toute l'équipe des commissaires bivouac. Les poubelles, ils s'en foutaient, ils ne voulaient pas compresser leurs bouteilles plastiques. Le lendemain matin au briefing, je les ai tous montrés du doigt. Franchement, ils se sont fait huer par toute la communauté de coureurs. Le lendemain matin, c'était réglé, tout était remis dans l'ordre. Parce que je crois que, voilà, on doit être respectueux de ce magnifique pays, ce magnifique désert qu'on découvre et qu'on doit laisser aussi preuve, voire plus, même que les endroits qu'on a pu découvrir. C'est un respect pour les gens qui vivent aussi. C'est aussi une manière de montrer aussi à nos enfants, aux générations futures, qu'on est là pour préserver l'environnement, la planète. On essaie les uns et les autres d'avoir une éthique et de la passer, quoi. Ça fait partie des valeurs et de ce qu'on vient chercher aussi d'un peu différent. Voilà, on n'est pas dans le monde normal, on est sur une autre planète pendant 10 jours. On est d'autres personnes, les égos, tout ça, on laisse tomber. On verra bien ce que la civilisation au retour vous redonne ou qu'est-ce que vous allez avoir comme enseignement qui va modifier votre comportement ou pas. Mais en tout cas, pendant la course, voilà, c'est un autre univers et tout le monde se conforme à toutes ces règles en général avec énormément de plaisir et de solidarité les uns envers les autres. Et on parle de déconnexion totale parce que dans le bivouac, les téléphones portables sont interdits. C'est-à-dire qu'on reviendra au passage des messages via lettres, carte postale, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Non, mais tout à fait, parce qu'on se rend compte que
Bon, ça parle toutes les langues de la terre et parfois il y a des langues qui s'expriment d'une manière un peu plus forte sous les tentes ou au bivouac ou sur le parcours. Et j'ai été témoin moi-même de concurrents qui s'exprimaient et c'était devenu une vraie pollution, comme quand on veut regarder les étoiles avec les lampadaires, on n'en profite pas. Donc là, on revient à l'authenticité, on veut préserver ça en tout cas, puisque chacun vient rompre avec le quotidien. C'est pas pour se retrouver dans le même environnement ultra connecté. Justement, on essaie de déconnecter un petit peu pendant 10 jours, c'est pas pour rester. Connectons-nous, donnons de la connexion pour la sécurité de la course, pour les familles, mais préservons cette authenticité pour les coureurs, à la fois sur le bivouac et sur la caravane. Effectivement, on a reçu 70 000 emails qu'on a découpés et donnés à chaque participant sous la tente. Et ça aussi, ça crée des moments vraiment d'émotion particuliers où chacun s'observe avec l'émotion que chacun ressent en lisant le petit message de ses enfants ou de sa femme, sa famille qui soutient, ou des enfants malades pour qui vous courez, qui vous transmettent énormément d'énergie. Patrick, et ça, ces moments-là n'ont pas de prix. Voilà. Moi j'ai le visage de Marc en face, oui. Un Ouais. visage plein d'émotions, Ouais, ça non, rappelle mais des parce que souvenirs. C'est incroyable que de se dire effectivement que ce bout de papier, le courrier, est super important pour les coureurs. On l'attend tous avec impatience. Et moi, je me suis retrouvé 30 ans en arrière quand je faisais des colonies de vacances à attendre le courrier de mes parents qui était important, notamment dans les premières journées. Et voilà, moi je me retrouve jeune enfant, jeune adolescent à attendre ce courrier et à lire. Ouais, ça fait un bien fou, c'est énorme. Alors, il y a pas d'électricité dans le bivouac ou très peu d'électricité, c'est ça, Patrick? Il y en a pour l'organisation, parce qu'on vient de faire tourner les ordinateurs aussi, parce qu'on met à disposition des ordinateurs ou des groupes électrogènes solaires, par exemple. Oui. Non, les participants, ils bénéficient d'une tente mail qui est alimentée par des groupes électrogènes solaires, pour éviter qu'il y ait du bruit aussi autour d'eux. On n'a pas que ça, mais on essaie d'en utiliser un maximum également. Mais eux n'ont pas d'électricité, on ne recharge pas les téléphones portables s'ils en emmènent, parce qu'ils peuvent très bien l'emmener et puis aller téléphoner à 300 mètres du bivouac. On n'est pas quand même... voilà, on peut aussi recharger ses piles, ses batteries de caméras, de torches. On peut emporter d'iPod. Donc il faut emmener ses piles ou ses petites recharges solaires pour alimenter son matériel. C'est aussi ça l'autonomie. Donc sinon on s'en sort pas, nous. Si on doit alimenter tout ce que les gens amènent, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça fait partie de l'autonomie qu'on demande à chacun de mettre en place pour ces 10 jours de course. Alors Marc, très peu d'électricité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'ampoule. Beaucoup d'ampoules durant cette semaine. Ça illumine le ciel dans le désert le soir. Et surtout, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux pieds. Alors, on va reprendre, juste question de rapprocher un petit peu l'auditeur au sac. À quoi ressemble votre package? Bien évidemment, il y a de la nourriture, mais il y a aussi certains objets que vous emmenez avec vous. Un sifflet, une boussole, un couteau, de l'aspi-venin. Ça, c'est l'aspi-venin. Moi, je me pose toujours la question quand je le mets dans mon sac, à quoi il va me servir? En 10 ans, vous n'avez jamais eu de problème avec... Jamais de problème. Alors, il y a aussi surtout un miroir. Et ça, c'est... Oui. On croit que c'est pour regarder sa barbe, mais pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui peut-être... Il y en a qui font attention à leur look. Mais le miroir est hyper important quand on est dans le désert. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un appareil qui permettra éventuellement d'envoyer des signaux en morse avec le reflet du soleil. En morse, soleil. au moins le reflet du soleil. Je sais qu'avec l'hélicoptère qui passe, très très vite, ça attire l'attention en cas de problème, en cas de pépin. Alors, il y a aussi la balise spot, GPS. Ça, c'est important, Patrick, parce que il est possible de suivre un petit peu les athlètes, le parcours des athlètes. C'est important pour les familles aussi. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on utilise la technologie pour les familles, pour communiquer avec le monde extérieur, avec les médias, informer tout le monde. Mais les coureurs, eux, ont une balise effectivement satellite, reliée par satellite, avec un bouton d'urgence en cas de problème. Donc, s'il y a un appel, eh bien, le point géodésique, on l'a tout de suite au PC course, et on va voir quels sont les commissaires de course et les médecins les plus proches
voire envoyer l'hélicoptère s'il y a une urgence plus importante pour une évacuation sanitaire éventuellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les familles peuvent être connectées sur Google Earth. Vous avez le parcours qui s'affiche. Toutes les balises bip en général toutes les 5 minutes, je crois. Et donc, vous voyez un peu votre frère, votre sœur, votre ami qui est passé au CP. Et ensuite, jusqu'à l'arrivée, vous pouvez le suivre. Et à l'arrivée, il y a une webcam qui est installée. Et là, vous vous connectez, vous le voyez arriver en Vous direct. l'identifiez. C'est pour ça qu'on voit souvent des coureurs avec des petits panneaux à l'arrivée. Quand on voit des petits mots qui préparent des petits mots à la famille dès qu'ils ont passé l'étape. Donc voilà, cette interactivité, elle est vraiment intéressante. Alors, on a parlé aussi de cet aspect environnemental du marathon des sables, cette conscience bien évidemment de bien s'intégrer dans son environnement, mais il y a aussi tout un aspect de solidarité. C'est aussi un volet très important pour le marathon des sables. Oui, mais ça, c'est dans notre état d'esprit depuis l'origine, je crois, et puis pour les coureurs aussi de plus en plus. Et puis on a eu des gens en exemple comme les Anglais pour qui le charity business c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Donc de s'en inspirer, ben voilà, c'est plutôt positif parce qu'on donne ses ampoules, ses efforts, ses douleurs, sa sueur, ses larmes pour ceux qui en ont le plus besoin. Beaucoup de gens courent pour des nobles causes, pour lever des fonds. Nous, on construit un centre neuf pour les enfants parce qu'on a une fondation depuis 6 ans et on a créé un centre à Ouarzazate. Et on loue une maison et là on veut un endroit beaucoup plus adapté. On a 6 salariés, on a 250 enfants, on a une coopérative, donc pour l'alphabétisation pour les femmes en même temps. Et puis les enfants, c'est l'initiation à tout ce qui concerne toutes les spécificités de l'athlétisme sur l'auteur, sur longueur, javelot, course de haie, etc. Donc il y a 6 enseignants qui sont formés pour ça, de Ouarzazate. Donc ça a créé de l'emploi, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a une coopérative qui existe. Et là, on a acheté un terrain, on construit un centre. On va créer un crowdfunding parce que là, on a réuni 150 000 euros à peu près sur les 250 du coût du projet. Ouais. Et on commence là, le bulldozer, je crois qu'il a déjà attaqué le terrain. Les premiers coups de pioche, les premiers malèmes qui sont sur le terrain pour commencer à travailler là. C'est commencé, on verra le début des travaux le dimanche 16 avril au matin. Si vous êtes avec nous, bienvenue pour voir l'avancée des travaux en tout cas. On est très heureux de le faire parce qu'il n'y a pas de bonheur sans partage. Moi je vais vous garder avec nous juste un petit moment. On va parler aussi peut-être avec Marc Baptiste sur cet aspect solidaire, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui rêvent de faire le marathon des sables, peut-être les approcher un petit peu de comment on peut s'y prendre. On a la chance d'avoir Patrick Bauer et Marc Baptiste pour nous éclairer là-dessus. Restez avec nous messieurs, on va juste faire une petite pause publicitaire, marquer une pause publicitaire, on revient pour les informations de 8h30. Pour parler de cette 32e édition du Marathon des Sables qui se déroulera du 7 au 17 avril prochain, nous invités, je vous le rappelle, Patrick Bauer, le fondateur du Marathon des Sables, et Marc Baptiste, il est participant au marathon depuis 10 ans. Alors avant la coupure et avant les informations, on parlait justement de tout cet aspect solidarité exactement. Et Marc, tu voulais partager avec nous quelque chose, c'est ça à ce sujet ? Oui, non, mais la solidarité, effectivement, elle n'est pas qu'entre coureurs, elle est aussi cette main tendue à la communauté civile. Moi, effectivement, ça fait 10 ans que je suis en contact très étroit avec l'association INSAF, qui est une association marocaine. Et en tant que papa, en tant qu'enseignant, j'ai été très touché par le travail qu'ils font sur le terrain. Et leur souhait, c'est de voir disparaître définitivement le travail infantile. Et moi, effectivement, ça m'a touché et je me suis dit, il faut que j'aille un petit peu plus loin dans ce que je suis sur le Marathon des Sables. Et un petit peu plus loin, c'était tendre cette main à cette association. D'accord. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, c'est une construction, une déconstruction de la personne. On apprend à devenir plus généreux, à être plus conscient de son environnement. C'est quelque chose qui vous en changé. Et voilà. Je voulais juste... C'est pas une question. Non, mais moi, je peux rebondir dessus, effectivement. Mais je crois qu'on l'a en soi. Hein. On l'a en soi, mais on a besoin, effectivement, du déclic ou de l'élément qui va faire ressurgir ça ou surgir ça. Et effectivement... Moi, je trouve, après tout, très normal et ma démarche est très spontanée que de venir en aide à cette association. À autrui. Et quand tu cours, justement, tu penses à eux. Est-ce que c'est un ressort supplémentaire ? Ouais, effectivement, parce que moi, je pense que je suis un privilégié de courir dans le désert. Et moi, c'est un choix. Donc,
ben, je me dis, j'ai une anecdote. On a accueilli à Ouarzazate il y a 7 ans de ça, c'était à l'occasion d'une arrivée du Marathon des Sables, 3 jeunes filles qui avaient retrouvé leur foyer, qui avaient retrouvé le chemin de l'école. Et j'ai une photo à la maison et c'est un sourire qui est affiché à leur visage. Et je crois que bah, ça vaut tout l'or du monde. Oui. Et ça vaut toute... bah, La souffrance, 250 les efforts. les efforts, effectivement, Ouais. dus à cette épreuve. Alors Patrick Bauer, cette année, on connaîtra la participation de 25 Marocains 27. sur les 52 nationalités, les 1200 participants. Je sais très bien qu'il y a des auditeurs qui rêveraient de faire le marathon du sable. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Alors déjà, il faut la motivation. Franchement, il faut que ce soit aussi un déclic. Hein. Parfois, il y en a qui nourrissent le rêve pendant des années, et puis une année qui est pas faite comme une autre, boum. Moi, j'ai une femme, une Française qui vit aux États-Unis, qui est une maman, une mère de famille depuis 4 ans. Elle a couru Boston, New York. Et puis, au bout de 2 marathons City, elle a dit à son mari, moi, j'en ai marre, je veux vivre un truc exceptionnel. Et elle a laissé toute sa famille à l'aéroport. Évidemment, tout le monde était en larmes. La maman quittait le foyer pendant 10 jours, vivre sa grande aventure à elle. Et elle a écrit un livre sur cette aventure. C'est merveilleux, vous lisez ça, vous avez des larmes aux yeux. Et je crois chaque année, il y a 2-3 livres qui sont écrits de témoignages de coureurs. Et c'est formidable. Et donc, il faut déjà avoir cette envie. Ensuite, effectivement, il faut se sentir capable de le faire physiquement. Donc, se préparer quand même au mieux. Beaucoup ont des doutes aussi sur leur capacité. Donc, je rebondis sur quelque chose qui est très nouveau, puisque ça vient de se mettre en place, la création des half marathons des sables, c'est-à-dire des moitiés, 3 étapes, 120 km, pour ceux qui ne sont pas certains de pouvoir terminer. Donc une fois qu'ils ont fait un half, pour ceux qui ont des doutes, eh bien ils peuvent se dire, je peux faire le grand saut Tenter vers le Graal, voilà, et toucher du doigt le marathon des sables. Donc on a une épreuve qui a lieu à Fuerteventura au mois de septembre, le premier half d'une série qu'on va lancer. Donc on est très contents. Je pense que c'est prometteur et c'est encourageant pour beaucoup de coureurs d'après les stats qu'on a fait, toutes deux. Et le fait de faire ça, ça va sans doute les mobiliser à aller au-delà. Ensuite, il y a le financement. Oui. Alors là, je pense que chacun, effectivement, il y a pas mal de CSP+, beaucoup de professions libérales, médecins, chefs d'entreprise qui n'ont pas de soucis, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont des problèmes, évidemment, pour se faire sponsoriser ou pour réunir les fonds. Alors, il y a plein de méthodes pour cela, mais peut-être que le témoignage de Marc, ça fait 10 ans qu'il vient, c'est pas un milliardaire non plus, donc il est comme tout le monde, il épargne, c'est beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il a des sponsors? Je pense que c'est bien d'écouter son témoignage. Exactement, c'est ce que j'allais faire justement pour demander à Marc, toi qui as participé à 10 éditions, comment tu t'organises financièrement par exemple? Ça peut donner peut-être des idées aux gens qui nous écoutent. Ouais. Et je suis allé à la rencontre de partenaires et effectivement, c'est un investissement. Et personnellement, je pouvais éventuellement en supporter une édition, mais de là à le faire 10 fois et le supporter 10 fois de suite, j'en étais complètement incapable financièrement. Donc je suis allé à la quête de partenaires. Et puis ces partenaires, au-delà du fait de me permettre d'aller sur cette épreuve, ont été sensibles à la cause que je défends. Tout simplement, c'est un tout. En fait, et voilà, il faut oser aller chercher et rencontrer les gens. C'est une traversée du désert avant la vraie traversée du désert. Il faut aller, il faut aller vers la rencontre de partenaires. Il faut être assez persévérant, mais aussi avoir les bons arguments pour décrocher le financement. Alors, on parlait aussi de cette préparation physique, Marc. Qu'est-ce que tu fais durant toute l'année avant le marathon du sable? Comment tu prépares tout ça? Quelques chiffres. C'est 6 séances par semaine, un jour de repos. Ça laisse pas beaucoup de place, j'allais dire. 6 séances par semaine. Exactement, et elles sont pas forcément très courtes, ces séances. C'est des levées le week-end à 5h du matin pour que ça n'impacte pas la vie de famille. Oui. Et effectivement, là aussi, il va falloir repenser ces journées, ces semaines et tâcher de concilier vie de famille, travail et entraînement. Et tu cours d'autres courses pendant l'année ou pas? Oui. Alors
le marathon des sables, c'est vraiment mon objectif prioritaire. Après, le Maroc aujourd'hui offre effectivement un certain nombre de courses nature. Moi, je suis attiré par la nature. Et effectivement, il y a quelques courses à mon calendrier qui me permettent justement de ponctuer ma préparation et puis de la rendre un petit peu moins monotone. Parce que je peux vous promettre que des fois, on a un petit peu ras-le-bol. Et en termes d'alimentation, j'imagine aussi que vous faites attention toute l'année. Ça, c'est 7 jours par 7. Ouais, mais 7 jours sur 7. Ouais, je reprends quelque chose que tout le monde, enfin que les spécialistes battent. Une vie saine et équilibrée. Votre plat préféré au Maroc, c'est quoi? Mon plat préféré au Maroc. On s'intéresse aussi à ça. Ouais, j'aime tout, sans excès, mais j'aime tout. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Marc Baptiste. Patrick Bauer, merci aussi d'avoir été notre invité ce matin. Peut-être je vous laisse quand même le mot de la fin pour cette 32e. Merci, c'est un grand plaisir. Je voulais quand même rappeler que c'est sous le haut patronage de Sa Majesté depuis 23 années consécutives. Donc ça, c'est un cadeau merveilleux. Toute la confiance et la bienveillance qui nous est accordée. Donc je pense que c'est un point très très important. Et voilà, on a beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, de motivation à se réunir tous. Je pense qu'on va faire une édition magnifique. Je dis à bientôt à Marc et puis à bientôt à tous les auditeurs de 2M, évidemment en direct du désert. Jamal sera là aussi. Je serai là comme d'habitude, Patrick, dans 10 jours pour te casser la tête et te faire parler en arabe. Mais lui aura besoin d'une rallonge pour les caméras. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup Marc Baptiste.